servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiens, camarades servétiennes, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette analyse de servetien.ch. Aujourd'hui, on va parler du match contre Yverdon de Servette qui s'est déroulé samedi après-midi à 16h30. Avec moi, à ma gauche, Mathieu. Bonjour Mathieu, ça va? Salut à tous. Ça va? Tu vas bien? Ça va, la forme. T'étais au stade hier soir? Yes. Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé parce que la victoire, mais compliquée quand même. L'important, c'est la victoire. Et à ma droite, le grande magnifico, comme Midian aime m'appeler, le pessimiste malgré tout de Servetien.ch, Nilassan. Nilassan, salut. Salut. Tu vas bien? Ouais, ça va. Plutôt bien. Première analyse de l'année, du coup, content d'être de retour. Et on est content que tu sois là aussi. Et toi, t'étais au stade hier? Ouais, j'étais au stade hier et puis heureusement que le match n'était pas un dimanche à 16h30, mais un samedi soir à 18h. C'est clair. Heureusement. C'est clair. Du coup, Servette s'est imposé 1-0 hier. On va refaire, pour vous donner le plan de l'émission, on va parler avant tout de la composition du match. On va refaire le tour sur le match, première mi-temps, deuxième mi-temps, classique. Après, on va faire un point sur le classement, un point mercato et on va finir sur les prochaines échéances de Servette. Alors, on va passer au vif du sujet. Servette donc recevait Yverdon Sport. La compo est la suivante pour Servette. Joël Mal au but. À droite, Tsunemoto. Défenseur central, Rouillé avec Séverin. À gauche, Mazikou. Devant, milieu def, Konya, Andoua. Milieu off, Antunes. À droite, Stevanovic. À gauche, Kuteza. Et devant, Jérémy Guimeno. Première question, les gars. Est-ce que c'était la meilleure compo à mettre pour ce match? Oui. Ouais. C'est clairement la compo type à l'heure actuelle avec l'effectif qu'on a. Je pense qu'on peut pas faire mieux. On attend les retours de Baron et Doulin, mais en tout cas, pour moi à l'heure actuelle, ça reste des remplaçants, Doulin et Baron. Donc sur les titulaires, le 11 de base, rien à dire. Ouais, je partage ton avis. C'est clairement la meilleure compo qu'on peut faire pour un 11 de départ. On a mis les 11 meilleurs joueurs, ceux qui sont disponibles. Pour moi, pas de surprise. Compo assez logique. Et sur la continuité de la compo contre Victor Tour, à l'exception de Andoua qui a repris la place de Théomania. Pour la suite, pour côté Yverdon, on va pas en parler, mais il y avait beaucoup d'anciens servétiens, dont Lungoui, Tazar, Cespedes, Lopogam ou Sautier. Ça fait plaisir aussi de revoir ces noms face à Servette. Tant qu'ils nous font pas trop mal, ouais. Ça va. Ouais, tant qu'ils nous marquent pas de but, parce que c'est vrai qu'à une période, on a connu souvent des anciens joueurs de Servette qui aimaient bien marquer contre Servette. Là, heureusement, ça s'est pas passé. Ouais. Mais grand plaisir d'avoir pu voir Cespedes et Sautier qui ont pu partager un moment avec la section Grenat et la tribune Nord. En début de match, un hommage qui a été fait, et puis aussi en fin de match, ils sont venus avec les supporters carrément dans la tribune. Et c'est vrai que quand ils sont partis, surtout pour Cespedes, il n'y a pas vraiment eu d'hommage, alors que c'est un enfant du Servette, il a quasiment fait toute sa carrière à Servette, et il a carrément rien eu pour son départ. Et là, un peu le club s'est un peu rattrapé. Enfin, les supporters ont voulu rendre hommage à Cespedes, et ça, c'est vraiment pas mal, quoi. Ouais, et aussi avec Sautier. J'imagine le départ était un peu... Enfin, il y a un peu des tensions, je crois, avec la direction, avec Sautier et tout ça. Et puis, il y a quelques soucis, mais il y a quand même eu un petit hommage, je crois, vrai, quand Sautier est parti avant un match. Mais c'est vrai que pour Cespedes, il avait aussi, rien eu. C'est vrai qu'il avait... Puis moi, à l'époque, ça m'avait un peu choqué et déçu, quoi. Ouais, c'est vrai que ça avait été quand même mal géré, quand même, ces dossiers. Au niveau symbolique, un hommage un peu comme Geiger avait reçu, où voilà, tu fleuris les joueurs, parce que Cespedes, voilà, il y a une banderole qui a quand même dit que voilà, c'est 20 ans au Servette FC pour Cespedes. Donc il a fait toute sa vie au Servette. Donc rendre un hommage à un minimum, voilà, t'es obligé de rendre un hommage à ce genre de joueur. Bien sûr, c'est des enfants du Servette et c'est toujours important d'en parler parce que ça valorise la formation. Exactement. Ouais, super. Du coup, maintenant on va parler du match. On va rentrer dans le vif du sujet.
Dès la 3e minute, ça commence, mais de l'autre côté Yverdon, avec Tazar qui part sur le côté, se défait de Mazikou et qui essaie de faire un centre-tir. On n'a pas très bien compris ce qu'il voulait faire, mais ça passe à côté. Mais Servette se fait peur dans ses premières minutes. Le but d'Yverdon aurait... je sais pas comment vous aurez pris, mais on serait mal parti si Yverdon avait marqué au bout de 3 minutes. Ouais, enfin, ça aurait changé toute la philosophie du match, quoi. Surtout, là, c'était sur une perte de balle de Mazikou qui était clairement évitable. Et puis là, tu te dis, bon, ça commence pas très bien. Mais après, les 20 minutes suivantes, et c'est quasiment rien passé. C'était plus un round d'observation où Servette avait la balle, essayer de détourner le bloc d'Yverdon, mais il s'est vraiment rien passé pendant ces 20 premières minutes, mis à part cette perte de balle de Mazikou qui aurait pu coûter un but. Et c'est après, on en parlera, mais c'est qu'après qu'on a vu Servette commencer à avoir des vraies actions de jeu, quoi. C'est ça, un début de match un peu timide. Ouais, très timide, quoi. Ouais. C'est vrai que ça a été très, très fade dans le jeu. Il y a eu beaucoup de duels un peu hachés au milieu de terrain, pas mal de fautes. Et puis, c'est vrai que, comme l'a dit Neil Hassan, les 20 premières minutes, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, quoi. Il y a la perte de balle de Mazikou, mais même du côté de Servette a de la peine un peu à se créer des occasions. On a la plupart du temps la possession, mais... Ça fait pas tout. Non, du tout. Clairement. Et comme a dit Neil Hassan, il faudra 20 minutes pour que Servette rentre vraiment dans le jeu. Et là, par contre, il y aura une pléthore d'occasions, hein. Il y aura des frappes d'Otounes, des occasions de Kuteza, j'ai noté, puis, mais tous finissent dans les bras du gardien. Pas vraiment de frappe dangereuse à proprement parler, pas vraiment de gros arrêts de la part du gardien dont je ne me rappelle plus le nom. Bernard Denis, ouais. Oh, c'est un espoir du foot français quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Il faut le rappeler. Et recrue du côté Yverdon. Bonne recrue quand même. Bonne recrue, transfert assez surprenant. Mais je comprends toujours pas qu'est-ce qu'il fait à Yverdon. Mais... c'est vrai que... il a le niveau quand même pour encore jouer aller plus haut. Ouais, moi je l'aurais vu encore rester en France. Mais Yverdon, voilà. Les investisseurs américains, peut-être, ils ont peut-être proposé un chèque intéressant à ce gardien, qui sait. Mais comme tu l'as dit, pas grand-chose à faire pour le gardien, quoi. J'ai l'impression que même un de nous trois, on aurait été au but. On aurait arrêté parce que les tirs, ça venait quasiment sur le gardien. Il aimantait les ballons. C'est triste à dire, mais sur tout le match, je crois que le gardien, il a eu aucun plongeon à faire. Le seul plongeon qu'il aurait dû faire, il se le loupe et il nous offre la victoire. Mais voilà, on a eu des occasions, mais c'était des tirs sur le gardien, quoi. C'est ça. Mais ce qui est positif, c'est que Servette a pu vraiment se créer pas mal d'occasions contre une défense d'Yverdon qui nous attendait bas quand même. Ils étaient assez bas. Et puis, l'avantage de Servette, ça a été les côtés quand même. Kuteza et Stevanovic. Mais surtout Kuteza, je l'ai trouvé percutant dans ce match. Il a apporté énormément de danger grâce à sa technique. Puis Kuteza, il continue sur sa lancier. Ouais, sur le match de Winterthur déjà. Winterthur, il est exceptionnel. Et là, aujourd'hui, on va le voir encore par la suite qu'il est trop important. Ouais, c'est ça. Et je voulais dire, au match où on a beaucoup d'occasions dans cette première mi-temps, mais je sais pas pour vous, mais pour ma part, j'ai senti... je me suis dit, mais si on commence à rater comme ça, on va encore se tourner vers un match nul où on connaît, hein. Voilà, il y a un peu cette peur. Souvenir du passé, quoi. C'est des vieux démos qui reviennent. Mais après, oui, c'est des actions, les 3 actions de la 20e jusqu'au but, on en reparlera après, annulé de Guimeno. C'est des actions de jeu qui sont très bien construites, c'est des belles passes, des belles transitions. C'est juste le dernier geste qui manque un peu. Où au lieu de la croiser, au lieu de la mettre sur le côté, on tire sur le gardien. Et ça, à force de faire ça, tu ne marques pas. Tu ne marques pas, tu te crées des occasions, tu domines. Mais le but, c'est je pense qu'il manquait un peu d'aisance technique sur le dernier geste. C'est vraiment ça. C'est ce qui manquait à la première mi-temps. Je pense que si les tirs auraient été mieux réalisés, c'est-à-dire croisés, des frappes croisées, on aurait pu s'en sortir peut-être déjà 1 voire 2-0 en première mi-temps, quoi, sans compter le but annulé. Mais moi, j'avais peur qu'on se fasse punir quand même. Le nombre d'occasions qu'on a eu en première mi-temps, on rentre à la mi-temps à 0-0. Là, je trouvais que ça sentait pas bon parce que Yverdon, ce genre d'équipe, il leur faut une occasion, voire 2, et ils mettent un but. Alors que nous, la spéciale Servette, on a 20 occasions, mais on va mettre un but peut-être. Mais
Généralement, on se fait souvent punir et puis on se fait souvent rattraper aussi. On se souvient du match contre Lucerne, hein, où vers fin août, septembre, on était dans une phase spirale négative, on domine le match, on a genre 20 tirs, 21 tirs, la même le gardien qui fait des parades incroyables, et puis finalement on le perd ce match. Et là, c'est le moment où on va pas douter et aller de l'avant tout de suite, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il manquait pas un Chris Bedia dans ce match, au début? C'est la fameuse question. On a envie de dire oui, parce Ou que un neuf. Enfin. Guimeno, dans ce match, je l'ai trouvé beaucoup plus important dans le jeu qu'à la finition. Parce que finalement, dans les actions, Guimeno, il a le but annulé. Mais sinon, il n'a pas d'occasion. C'est Antunes qui tire, c'est Kutesa qui tire. Mais c'est pas Guimeno. Peut-être que Bedia, dans la surface, il aurait peut-être ramené plus de taille aussi sur les centres. On a quand même beaucoup joué sur les côtés avec des centres qui arrivaient. Puis Guimeno, c'est un profil quand même plus jeu court qu'un Bedia qui peut venir mettre la tête. Donc peut-être que oui, un Bedia ça nous aurait fait du bien, mais c'est vrai que Guimeno c'est plus un profil créateur. Ouais, c'est celui qui va amener la passe, qui va te ramener la passe, qui va te ramener l'action, mais peut-être pas celui qui va faire le dernier geste, qui va te marquer un but comme Bedia. Ouais. Il suffit de voir les stats, les stats entre Bedia, Guimeno ou même Guimeno à Saint-Gall. C'était plus un profil de créateur. C'est 11 buts sur la saison l'année passée et c'est une très bonne saison pour lui. Puis Bedia, il fait 10 buts en 6 mois avant de partir, c'était cet hiver. Ouais, c'est un autre profil, c'est un second attaquant. C'est un mec qui se place un peu plus derrière, qui crée le jeu. Après, sur les derniers matchs, hier inclus, je trouve qu'il fait des bons matchs. Franchement, là, il revient vraiment loin de là. Il revient vraiment au niveau qui était le sien à Saint-Gall et ça fait plaisir. Ouais. Et du coup, on va reprendre sur le cours du match, justement à cette 38e minute, boulette du gardien du Verdon qui relance sur les pieds de Guimeno qui frappe. Et là, on croit tous au but jusqu'à que Monsieur Piccolo revienne sur l'avare. Le fameux Monsieur Piccolo. Ça y est, ça recommence. Hein. C'est ça, la bête noire du Servette FC, côté arbitre, qui annule le but car semelle de Guimeno sur le défenseur du Verdon qui était revenu juste après la frappe. Pour vous, but, pas but, faute, pas faute, c'est quoi votre avis là-dessus? Le truc, c'est que en soi, la VAR et l'arbitre n'ont pas fait faux parce qu'ils appliquent justement le règlement. Ils sont là pour appliquer le règlement. Pour moi, le problème, c'est le règlement en lui-même, en fait. En fait, qui fait ce règlement, en fait? Est-ce que c'est des gens c'est des joueurs qui ont fait ce règlement? Est-ce que c'est des gens qui étaient juste arbitres, qui connaissent pas le sens de jeu? Parce que là, pour moi, c'est totalement illogique. Parce qu'il a aucun moment où Guimeno a l'intention de faire mal. Et en fait, il est en train de tirer, il se concentre sur la balle et le défenseur arrive en retard et se prend le pied de Guimeno et en plus de ça, on donne un carton jaune. Pour moi, le problème, c'est la règle, en fait. La règle, elle est absurde. Elle fait pas, c'est pas dans le sens du jeu. C'est la règle, je pense qu'elle a été faite dans des bureaux à l'UEFA, à Nyon, par des types qui ne jouent pas au foot tous les week-ends. Et pour moi, je pense que n'importe quel joueur le dira, c'est pas faute. Et même aujourd'hui, je l'ai vu dans le match de Saint-Gall, où il a à peu près la même action. Et c'est carrément carton rouge pour le joueur de Saint-Gall. Et Saint-Gall perd 4-1 le match. Et c'est encore plus absurde parce que moi, ce genre de faute, moi, je me suis dit, mais imaginez ça en finale de Coupe du Monde. Ouais. Je sais pas, tu supportes ton équipe et finalement le but est annulé pour une action comme ça. C'est totalement absurde et c'est là que tu vois que la VAR elle est en train de tout un peu la VAR et puis le règlement en fait. Parce qu'en fait la VAR c'est bien la VAR, mais en fait si tu as des règlements derrière qui sont absurdes, la VAR elle va intervenir à chaque fois pour montrer ces fautes qui sont un peu, enfin ce règlement qui est un peu absurde quoi, parce que même l'arbitre il le voit et ça se passe devant lui, il siffle pas. Pareil pour le match de Saint-Gall, l'arbitre il le voit, il le siffle pas parce que justement il a pas action de danger, il a pas intention de faire mal. Dans ce cas-là, moi je me pose la question, moi je suis défenseur, chaque fois que je vois un joueur qui tire, je mets mon pied et je me mets exprès pour qu'il me le touche, pour qu'il ait carton rouge ou carton jaune. Alors pour moi la règle elle est totalement absurde et faite par des gens qui ne jouent pas au foot. Puis en plus, le problème, c'est que à vitesse réelle, pour l'arbitre, ça pose pas de problème. Ouais. Et parce que à vitesse réelle, il a le contexte de l'action. Il voit que Guimeno, à aucun moment, il va calculer le pied du joueur qui va se mettre en dessous de la balle. Il a le regard fixé sur le but. Donc, le geste, il est totalement naturel. C'est fou, c'est absurde. Il pose son pied sur le pied du défenseur d'Yverdon dans la continuité de son geste après avoir frappé la balle, parce qu'il frappe la balle
sans toucher le joueur d'Yverdon. C'est en retombant de sa frappe qu'il touche le pied du joueur d'Yverdon. Donc, pour moi, le problème de la VAR, c'est que quand on regarde la VAR, on regarde qu'une scène précise. Mais on regarde pas le contexte de l'action et à vitesse réelle aussi. Il est au super ralenti. Donc oui, au super ralenti, ce qu'il voit le plus, c'est la grosse semelle du kimono qui vient s'écraser sur le pied du joueur d'Yverdon. Donc lui, d'un point de vue du règlement, il va mettre carton jaune. Mais s'il n'y a pas de VAR, lui, il valide le but. Parce qu'à vitesse réelle, il le voit. Il le voit. En plus, il est en face, je crois. Il voit qu'il n'y a pas intention de faire mal. Il n'y a aucune intention de faire mal. C'est naturel. Kimono, il ne peut pas faire autrement. Il fait juste ce qu'il peut pour marquer. Il arrive à marquer. Et en retombant son pied, parce que son pied, il ne peut pas rester en l'air. Et forcément, il va retomber. Donc, moi, quand j'ai vu le but, en plus au stade, avec la frustration, je ne comprenais absolument pas. Mais comme l'a dit Nilassan, si tu regardes d'un point de vue scolaire, oui, le règlement dit ça. Mais dans le foot, il faut rajouter peut-être aussi la notion du contexte, la notion aussi de la spontanéité du geste. C'est ça, il y a règlement et interprétation des faits de jeu aussi. Enfin, c'est comme pour les mains, si on dit tous les ballons au contact de la main, c'est penalty. Alors là, il y a 10 000 cas où on peut aussi chipoter parce que pas tous les. Tu vois. Oui, à chaque fois, la main, on dit c'est libre à interprétation de l'arbitre. Après, on dit non, mais à chaque fois qu'il y a contact, il y a main. Donc, faut aussi apporter une nuance dans les règlements. Faut pas tout le temps, je pense, pour les arbitres, appliquer au pied de la lettre ce qui est écrit. Et des fois, on peut avoir une logique de contexte. Quoi. Regardez dans le sens du jeu. Ouais, dans le sens du jeu. Après, le problème pour les arbitres, c'est qu'eux, ils sont aussi évalués. C'est ça. Ils appliquent la règle. Ils ont aussi des sanctions. Malus, Ils ont des sanctions. Et pour moi, comme j'ai dit, c'est le problème, c'est le règlement qui est fait par des gens qui ne connaissent pas le foot, qui ne jouent pas au foot. Et le jour où ça arrivera lors d'une finale d'une Coupe européenne ou en finale de Coupe du Monde, un match hyper important, là, les gens vont se dire on va peut-être changer la règle. Peut-être qu'on va la modifier parce que là, j'ai même pas envie d'en vouloir à l'arbitre parce que l'arbitre, finalement, en fait, il est appelé à la VAR. Puis quand il est appelé à la VAR, tout le monde voit l'image de la VAR. Et s'il accepte le but, nous, on se dit c'est un bon arbitre parce qu'il prend en compte le contexte et tout ça. Mais comme tu dis, les autres arbitres et ceux qui respectent que à la règle et qui veulent rien savoir du foot et du sens du jeu, ils vont lui taper sur les doigts parce qu'il n'a pas respecté le règlement. Donc finalement, c'est comme l'a dit Nilassan, c'est plus le fait que les gens écrivent des règles sans vraiment se soucier de l'impact que ça peut apporter au jeu, parce que ça apporte un gros impact. Ça t'enlève un but juste avant la mi-temps. Et puis comme tu l'as dit, sur une finale de Coupe du Monde, si tu annules le seul but d'une équipe là-dessus, le scandale que ça peut créer, parce qu'on voit que ça divise. Tu peux le voir que du côté scolaire, c'est normal, mais dans le jeu, il ne peut pas faire autrement. C'est ça. En plus, ça se passe après l'action. Enfin, c'est compliqué en plus. Ça n'a pas d'impact sur la conséquence. Il est sanctionné par le jaune et tout ça. Moi, je trouve hyper dur. C'est ça. C'est surtout que ça n'a pas de conséquences sur l'action. La frappe, elle est déjà faite. C'est ça. Ça va pas changer la frappe. Totalement absurde. Règlement, faut me trouver le type qui a fait ce règlement. Franchement, j'aimerais bien comprendre sa logique. Quoi. Il doit être en costard cravate et avoir jamais mis des crampons de sa vie. Quoi. Totalement. Voilà. C'était le débat qu'on avait à vous proposer sur la VAR. Si vous avez vos opinions, vous pouvez l'écrire en commentaire. On serait ravis de vous lire. Et à la mi-temps, on rentre à 0-0 dans les vestiaires. Dommage, on aurait pu rentrer avec un but 2 même. Oui, au vu des actions, oui. Ouais. Si comme l'a dit Nilassan, si on vise un peu les côtés, si on tire un petit peu plus à droite ou à gauche du gardien, ça peut le faire parce que Bernard Denis, il a passé, mine de rien, il a subi beaucoup d'occasions, mais a passé une mi-temps plutôt tranquille. On l'a tiré dessus, quoi. Ouais, c'est ça. On a testé sa capacité à capter la balle, ça va, il la capte plutôt bien quand c'est tiré sur lui, mais sinon, il n'y a rien eu. Il y a eu une occasion aussi en Tunis, il est vraiment tout proche du gardien, mais il le tire dessus aussi. Il tire dessus, puis en plus, c'est même pas le gardien qui la sort, c'est un défenseur. Donc, oui, c'est frustrant parce que Servette doit revenir en deuxième mi-temps avec déjà un but dans le sac à dos, mais malheureusement 0-0, puis là, on a tous peur des vieux démons. Puis j'avais peur aussi que ça les impacte mentalement aussi. Aussi, ça peut jouer. Mais j'ai senti un Servette en première mi-temps qui cherchait beaucoup de buts. Peut-être aussi une notion de Yverdon nous ont mis 4-1 à l'aller. On a envie d'enfoncer le clou aussi vite qu'ils ont fait. C'est possible. C'est possible qu'il y ait ce match dans la tête en se disant on est à la maison, il faut qu'on leur rende l'appareil, il faut qu'on leur mette beaucoup de buts. Peut-être quitte à se précipiter aussi.
On n'a pas encore fait vraiment attention, mais peut-être dans les derniers gestes, il peut y avoir plus de lucidité. Mais oui, peut-être qu'on cherchait un peu trop le but en première mi-temps. Et puis on va pas se mentir, cette équipe d'Yverdon en face n'a rien proposé. À part quand Mazikou fait des passes décisives et qui sont même pas exploitées, sinon il y a rien du tout. Pour moi, c'est surprenant parce qu'ils ont viré un entraîneur soi-disant pour avoir du jeu, pour mettre en valeur leurs joueurs, pour avoir des belles plus-values. Finalement, j'ai rien vu hier. Ça joue moins bien. Ça joue encore moins bien qu'avant. Enfin, il faut le rappeler que le match aller, ils ont mis 4. C'est ça. Avant le licenciement de Marco Chalibaume, que j'aurais bien voulu voir à l'après, hein, parce que c'était quand même un entraîneur de Servette juste avant avant la faillite, mais qui s'est fait licencier injustement pour moi. Et puis finalement, le jeu que Yverdon a proposé, pour tout le match, ne correspond absolument pas à la philosophie et aux attentes de la direction. Ouais. Du coup, pour moi, c'était un peu le fou rire, quoi. Un peu, encore une fois, absurde. Ouais, clairement. Et du coup, on va rentrer dans cette deuxième mi-temps, un peu à l'image de la fin de la première mi-temps. Ça va être toujours aussi entraînant devant, avec notamment des combinaisons entre Kuteza et Guimeno à la 66e, dont un joli petit pont de Guimeno. Et l'entrée de Bola aussi qui a redynamisé devant avec un ballon de passe au-dessus. Et puis surtout le fait de match de cette deuxième mi-temps. Le but de Kuteza sur un joli centre de Ondoa sur Stevanovic qui a amorti de la poitrine et qui trouve Kuteza et qui met le 1-0. Est-ce que vous avez un avis sur ce but ? Un truc à analyser. Moi, je suis l'entraîneur des Verdons. Déjà, je suis très très en colère et énervé contre le défenseur qui n'était absolument pas au marquage de Kuteza, qui était totalement seul. Et incroyable vision de jeu de Stevanovic, quoi. Tu vois, qui fait le contrôle de la poitrine, qui voit direct qu'un joueur est tout seul, il lui fait la passe. Et Kuteza qui tire. Et puis là, bizarrement, le gardien, je pense qu'il s'attendait à je sais pas s'il serait resté sur ses appuis, je pense qu'il l'aurait eu. Et puis là, la première fois du match, il plonge. Mauvaise décision. C'est encore sur lui en plus. En fait, ce qui est absurde, c'est que la balle vient encore sur lui. Mais là, cette fois-ci, il plonge. Mais sur le ralenti, on n'a pas l'impression que la balle elle est déviée. Non, le défenseur était trop loin. Parce que le joueur était un peu trop loin. Du coup, je comprends pas pourquoi le gardien part un peu sur le côté. Mais très belle action de jeu. Mais mis à part ça, de la 45e minute jusqu'à ce but-là, c'est quasiment presque rien passé comme action vraiment dangereuse. Hein. Comparé à la première mi-temps, on n'a pas vraiment eu de tir dangereux sur le gardien. On a eu le ballon, on a dominé au niveau du jeu, on n'a pas vu Yverdon. L'entrée de Bola était assez intéressante parce qu'il a apporté un peu de dynamisme au jeu servétien. Mais sinon, c'est vrai que, mis à part ce but-là, de la deuxième mi-temps, pour moi, il se passe quasiment rien, quoi. C'est à l'image du match. Ouais, c'est à l'image du match, quoi. On était supérieur à Yverdon, on était mieux qu'eux, on a eu les meilleures occasions, mais non, on n'était pas non plus. On n'a pas imposé quoi que ce soit en deuxième mi-temps, quoi. Après, si on peut relever quelque chose de positif, offensivement parlant, au-delà du but, c'est Guimeno, Kuteza. Là, cette année, ils ont décidé vraiment de bien combiner ensemble. Parce que contre Winterthur, les deux, ils étaient exceptionnels ensemble. Donc, un duo à garder, parce qu'avec Stevanovic, ils font un trio devant où ça combine bien. Guimeno, il a eu de la peine à s'adapter aux Servettes, mais maintenant, avec Kuteza, on l'a vu là, dans le match hier, sur 2-3 occasions, il se trouve les yeux fermés. Guimeno, il fait une talonnade en petit pont, mais il regarde même pas derrière lui, il sait qu'il y a Kuteza. Donc, ça, c'est très positif pour nous. Puis oui, sur le but... c'est limite un exploit personnel. Au-delà de la défaillance de marquage, pour une fois que c'est pas nous, au-delà de la défaillance du marquage du défenseur d'Yverdon, la vision de jeu de Stevanovic, moi qui étais au stade, je l'avais pas vu cette passe. Puis pourtant, on a la vue en hauteur sur tout le match. C'est l'homme des caviars. C'est Stevan. C'est l'homme des caviars. Bon, il faut rappeler que juste avant l'action d'avant, il se loupe un peu sur une contre-attaque où justement Servette était parti en contre. Au lieu de la passer sur le côté, c'était Kuteza qui était sur le côté, il la remet dans l'axe à l'attaquant devant, puis finalement c'était mal joué. Mais justement, 3 minutes après, il se rattrape. Et de quelle façon, quoi. Et c'est pas pour rien que c'est l'homme au caviar, quoi. C'est celui qui te délivre des passes incroyables qui viennent de nulle part, quoi. Franchement, chapeau à Stevanovic. Et devant, on n'a que des joueurs qui jouent bien au ballon. Antunes, Guimeno, Kuteza, Stevanovic. Puis même Bola quand il rentre, qui ramène quelque chose. Franchement, c'est du beau jeu.
mais il manque ce tranchant, cette finition. Peut-être qu'on a, je sais pas si c'est parce que Bedia n'est plus là, mais en tout cas, normalement, on l'avait, ce tranchant. Après, ça nous a aussi arrivé de faire des matchs comme ça avec Bedia. Oui, bien sûr. On a eu plein d'occasions et puis qu'on n'arrive pas à en mettre une, c'est un peu la marque de fabrique de Servette, malheureusement pour nous. Mais oui, Bedia, c'est sûr que quand il met 10 buts par tous les 6 mois, bah, c'est sûr que ça aide. Donc je pense qu'avec Bedia, on aurait pu peut-être enfoncer le clou en tout cas. Mm-hmm. Mais on va relever le positif, c'est 1-0. C'est les 3 points. Et puis surtout qu'en fin de match, on n'a pas stressé, quoi. Il y a une petite action en fin de match pour Yverdon où Mal il sort l'arrêt qu'il faut, mais c'est là où il faut souligner aussi Mal. Mal en fin de match, il fait toutes les sorties, elles sont propres, il fait l'arrêt quand il doit le faire. Ça me fait penser un peu au match de Lugano, où Lugano n'est pas très dangereux quand on va là-bas, au Cornaredo quand on gagne 1-0, mais dernière action du match, il sort une super parade. Et c'est là où je trouve que Mal, il a quand même ce petit plus par rapport à Frick, c'est que Frick, peut-être il aurait tendance à se déconcentrer au fil du match. Je sais pas, hein, mais c'est un peu l'impression que j'ai. Et Mal, il rapporte quand même cette sérénité sur les sorties. Ça fait quand même du bien en fin de match. Il sort, il capte la balle, il se met au sol, ça fait respirer tout le bloc. Donc je trouve une fin de match plutôt bien gérée de Servette, mais on en revient on avait eu ce débat avec Bian sur la dernière analyse avec Winterthur. Quand tu as cette maîtrise au milieu de terrain avec un Ondoa qui a l'impact physique et la technique pour garder des ballons, Konya qui est stratosphérique encore hier, qui fait je sais pas combien d'allers-retours, qui techniquement est trop fort au niveau aussi de la vision de jeu, et que tu fais pas rentrer Sambale Lediba il fait pas les pertes de balles bêtes, tu vois. Ondoa il oriente le jeu toujours assez intelligemment, même si hier il a fait 1 ou 2 pertes de balles évitables sur tout le match. Et Ondoa et Konya hier, je pense peut-être que Weiler, s'il nous a écoutés, en tout cas il a appliqué nos conseils, parce qu'on a gardé ce milieu de terrain, quitte à les avoir un peu fatigués, on a gardé ce milieu de terrain avec une bonne stabilité technique et défensive, et puis la fin de match a été maîtrisée de bout en bout. Et surtout que de changements. On n'utilise pas autant de bancs qu'on a utilisé contre Winterthur. Je pense que c'était une des raisons de l'égalisation de Winterthur, c'est je pense qu'on a changé trop de joueurs, peut-être. Oui. Et là, que de changements, l'entrée de Bola, l'entrée de Crivelli d'ailleurs. Crivelli, mais que dans les dernières minutes, on l'a pas trop vu dans ce match. Et juste pour qu'il se remette en forme, je pense. Mais du coup, est-ce que c'est... on n'a pas le banc suffisant pour faire rentrer plus de joueurs, j'ai l'impression. Quand on regarde le banc d'hier, il y a Ouattara, il y a Toiti, il y a Magnin, il aurait pu rentrer, et Toiti aussi, c'est les deux seuls qui sont pas rentrés, qui auraient pu rentrer. Mais t'as Sambale Lediba aussi, c'est léger. Donc le banc, on l'a pas exploité. Peut-être on aurait pu faire un 3e changement, donner un peu de temps de jeu à Toiti, mais les ailiers dans ce match, ils ont tellement été bons que c'est difficile de les sortir. Écoutez, ça, il sort pour Crivelli, je sais plus, à la 88e ou 87e. Donc là, je dirais que Weiler a plutôt bien fait. Moi, généralement, je prône les changements quand même pour donner un second souffle à l'équipe. Mais là, il faut lui laisser que... Je voulais qu'il sorte un joueur offensif pour faire entrer Crivelli. J'ai eu tort, parce que s'il sortait un joueur offensif, il n'aurait pas sorti Stevanovic. Stevanovic, c'est toujours compliqué de le sortir. Et donc, il aurait sûrement sorti Koutessa avant son but. Donc, crédit à Weiler quand même d'avoir eu le courage de ne pas faire trop de changements et de garder une stabilité avec l'équipe. T'es d'accord avec ça, Nias ? Ouais, je partage l'avis de Mathieu, mais c'est vrai que d'un côté, il n'y a pas eu beaucoup de changements à faire, parce qu'on a la chance d'avoir un joueur comme Bola qui est très polyvalent. Puisqu'il l'a fait rentrer à la place d'Antunes en soutien Guimeno, mais généralement, Bola, des fois, il rentre en ailier droit, il rentre en ailier gauche, il rentre en soutien à l'attaque. Et ça aussi, c'est un immense plus-value pour Servette, où on n'a pas besoin de faire aussi beaucoup de changements, parce qu'on a un joueur qui s'adapte énormément selon la tactique, la physionomie du match. Et pour moi, Bola, c'est vraiment un gros transfert qu'on a pu faire, quoi. Il est arrivé en tant que latéral droit, puis finalement le type, c'est le piston offensif. Genre il peut être partout. Je crois qu'il y a une option d'achat, j'espère qu'elle sera levée, mais pour moi, il des performances, mais c'est vraiment pour moi une plus-value, et j'ai trouvé son entrée intéressante. Après, c'est vrai que, mis à part Bola, c'est vrai qu'au niveau du banc, c'est assez limité. Depuis le départ de Bedia,
plus voilà, Guimeno qui est titulaire, on a Krivili, mais Krivili voilà, c'est plus le profil c'était pas le profil pour ce genre de match. Et il revient de blessure. Pour moi, si on serait resté à 0-0, je pense pas que son entrée aurait eu peut-être j'ai pas l'impression, c'est pas le profil qui va te faire changer un match en cours de. C'est pas cet attaquant là quoi. C'est plus l'attaquant qui va t'amener qui va te libérer des espaces, qui va poser sur la défense, qui va gêner les défenseurs, mais c'est pas celui qui va te marquer le but comme Bedia ou comme Nsame. On en reparlera. Ça, c'est un autre débat. Mais après, oui, par rapport au milieu de terrain, le milieu de terrain de Servette, il est juste exceptionnel, quoi. Ouais. Quand t'as Ondoa et Konya, franchement, les deux là, franchement, on a une chance immense d'avoir ce milieu de terrain là. Et avant, je disais, la deuxième mi-temps, c'est quasiment rien passé. Mais mine de rien, on a quand même eu 3-4 grosses occasions première mi-temps. On a le but annulé de Guimeno. Enfin, dans le sens, si on aurait eu plus de réalisme devant, c'est un match où tu gagnes 3-4-0 facilement. Clairement. Et Servette n'a jamais été mis en doute lors de ce match. Oui, non. Il a eu la paire de balles de Mazikou, mais bon, ça c'est un fait de match. Mais Servette était tranquille, a joué sans vraiment forcer. C'est plutôt positif, quoi. Et moi, on en parlera après, mais j'ai pas vu vraiment quelqu'un sous son niveau lors de ce match. Mm-hmm. Après, voilà, ma crainte, ma frustration, c'est ces 2 derniers matchs nuls, quoi. Où tu mènes au score et puis finalement tu te fais rattraper sur 2 buts. T'as des regrets. J'ai vraiment des regrets, surtout quand tu vois, on en parlera après, le résultat d'IB. Mais pour moi, ce milieu de terrain-là, c'est une stabilité, une force. On a une immense chance d'avoir ça, et je pense pas que dans d'autres équipes de Super League on peut se vanter d'avoir un milieu de terrain aussi dense et fort. Oui, t'as IB, mais Douli, Ondoa, Konya, c'est vraiment du top level. Puis content pour Ondoa aussi qu'il revienne aussi fort. Moi j'étais trop content quand il est revenu, puis il a eu 2-3 matchs d'adaptation, mais très vite il s'est mis au niveau. Surtout il a été un peu forcé et précipité par la blessure assez rapide quand même de Doulin quand il vient. Je crois Doulin se blesse à peu près 4 ou 5 matchs juste après l'arrivée d'Ondoa. Puis Ondoa, il a fait une série de matchs juste avant la trêve où contre IB, contre la Rome, il est incroyable. Et puis là, aujourd'hui, son retour, il nous a fait le plus grand bien parce que Magnin a été très bon la semaine passée. Mais est-ce qu'il va confirmer ? Est-ce que c'était un coup de chance ? Est-ce que c'était un fait de match qui soit aussi bon ? Est-ce que c'était vraiment attendu ? Parce qu'il a vraiment fait un bon match la semaine passée. Donc, puis Magnin aussi, on en a besoin pour la profondeur de bande des latéraux. Parce qu'à l'heure actuelle, on a Mazikou, Tsunemoto, mais on n'a pas d'autres latérales. On a Issa Kaloga qui n'a pas forcément le niveau pour la Super League actuellement. Donc, il ne te reste plus que Théo Magnin. Et puis Baron qui va revenir, on l'espère. Ouais. Mais Baron, typiquement, c'est comme Bola. C'est un joueur intelligent. Donc ça veut dire qu'il peut jouer mieux de terrain. Aussi, ouais. Donc ça veut dire qu'il peut dépanner. Même si moi, j'aimerais bien quand même voir l'arrivée d'un milieu de terrain de métier qui puisse faire souffler un peu Cognac, parce que Cognac, on voit encore la débauche d'énergie. Le pauvre. C'est clair, ouais. Avant de passer au top et au flop, un avis aussi sur l'affluence du match. C'était le premier match, surtout après la sanction contre Lugano, où c'était à huis clos, pas vraiment. Et c'était le premier match de Servette en 2024 au stade de Genève. Vous avez une opinion ? Bon, après c'était Yverdon en face, mais... Moi, tout d'abord, j'ai envie de dire fake news. Parce que le club disait qu'ils vendaient environ 7000 billets jeudi, 2-3 jours avant le match. Du coup, je pense que c'était plus du commercial pour faire venir les gens. Pour faire venir les gens. Du coup, j'étais déçu quand j'ai vu 5000 personnes. J'étais là, non, mais attendez, comment c'est possible ? Après, moi, d'un côté, ça m'étonne pas. Et c'est souvent ce que je dis aux analyses. C'est à l'image de Genève. C'est public d'événementiel. Il faut l'adversaire, il faut de l'enjeu, il faut du spectaculaire. Et quand t'as pas ces 3 éléments qui sont réunis, on joue devant 5000, 6000 personnes. Et c'est vrai que l'affluence cette saison au championnat, elle est vraiment très, très mitigée, quoi. Elle est moins bonne que la saison passée. Oui, elle est clairement, même si on enlève le match de Lugano qui fait baisser énormément la moyenne, on va pas comptabiliser dans la moyenne, mais en général, c'est assez... Une moyenne qui est assez triste, et je pense que c'est pas surprenant, c'est à l'image de Genève, et puis peut-être contre Ludogorets on sera 15 000. C'est ça, j'espère. C'est ce qui risque de se passer. C'est la logique de Genève. C'est si ce printemps, les playoffs, et puis il y a un enjeu pour la deuxième, voire la première place, on va taper les 15 000, les 12 000, les 13 000. Et puis par contre, le match le dimanche contre Stade Lozanouchi ou Yverdon, on sera 5 000. Et ça, c'est un peu. On est un peu un des grands clubs de Super League
où on n'a pas cette ferveur comparée à Bâle, IB, Saint-Gall, où ils sont tout le temps à 12, 15, 20 000 spectateurs. Et nous, des fois, on arrive on joue contre la Roma, on est 30 000, et puis le match d'après, on est 5 000. On est le seul club en Suisse où ça nous arrive. Enfin, dans le sens, dans les autres clubs en championnat, ils sont remplis. Et nous, après, c'est le désert en championnat, et ça, c'est triste. Mais après, je vous invite à lire le magnifique article de Gabriel Suarez sur l'affluence pour vous dire que même au Charmy, c'était à peu près comme ça. Hein. La limite sur les Charmy, que c'était tout le temps rempli parce que c'était plus petit. Mais on n'a jamais... la plus grosse influence de l'histoire de Servette, c'est 2011-2012. Et c'est 11 000, je crois que c'est 11 000 de moyenne. Du coup, c'est un problème du Genevois. C'est pas le club le problème. C'est le Genevois qui joue pas le jeu. Clairement pas le problème de Servette. Servette, ils font depuis ces années. C'est en partie aussi, je pense, pour ça que Konya il a prolongé. C'est parce que le club, d'année en année, il grandit. Il grandit sportivement. Il grandit aussi au niveau de la formation. De plus en plus, on sort des jeunes de très grande qualité. Mais le public servettien, le public genevois plutôt, c'est vrai que c'est quand même dommage. Comme Nilassan, hier, je vois 5300, je me dis, c'est normal. Mais ça devrait pas être normal. Ça devrait pas être normal. Parce que contre Yverdon, c'est le premier match de 2024. Et puis l'année passée, on a une moyenne qui est supérieure. Et on sort d'une saison, on a fait 6e. Ouais. 2e. Ouais. Non, mais là, c'est il y a 2 saisons. Et après, cette saison, on a une moyenne plus basse que l'année passée, alors qu'on a fait 2e. Et c'est là que je comprends pas. En plus, Servette, à part le Slavia Prague, pour ceux qui connaissent pas vraiment et qui se disent on aurait dû gagner contre le Slavia Prague, ceux qu'on manque d'objectivité claire parce que Slavia Prague on pouvait rien faire. Non, Servette à domicile sur les matchs d'Europe, au niveau du spectacle, au niveau de la copie donnée, tu peux rien leur reprocher. Le match contre Genk, c'est un match de gladiateurs. Le match contre les Rangers, tu mènes 1-0 à la mi-temps contre les Rangers sur un but de Coutesse à pleine lucarne. Ensuite, malheureusement, tu as le Slavia Prague où tu perds 2-0, mais ensuite tu vas gagner 2-1 contre le Tiraspol avec un match absolument fou où tu mets 2 buts dans les 10 dernières minutes. Tu fais 1-1 contre l'AS Rome de José Mourinho, et ça te fait pas une pub pour venir voir en championnat. C'est dingue. C'est Genevois. Ouais. Ça a toujours été comme ça et ça changera pas. Il viendra pour le prochain match d'Europe. Ouais, c'est ça, il viendra pour Ludogorets. Et puis encore contre Ludogorets, on verra. Et encore. Et il viendra contre IB quand il fera beau, ce sera le printemps. Et puis quand on sera. Ça, Servette est 2e, peut-être l'espoir de jouer le titre. Il va venir. Quand on jouera les 6 premiers, quand on jouera les places. Les playoffs, là, il y aura si on reste aussi proche des premiers, là, tout d'un coup, peut-être les 2 ou 3 matchs amicaux les 2-3 matchs finaux qu'on aura avec les concurrents directs à domicile, qui seront peut-être Saint-Gall, IB, Zurich. Là, on aura peut-être un 10 000 de moyenne sur 3 matchs. Ouais, peut-être, mais tu viens quand t'es à 3 matchs de la fin et puis que tu joues chaque match, c'est des finales. Mais est-ce que t'es là, justement, quand Servette a besoin de toi à la reprise? Non. Contre Yverdon, non, t'es pas là. Et puis, moi, je demande pas que le stade il soit plein à chaque fois, mais un minimum de 8 à 9 000 pour une équipe qui a fini 2e l'année passée, ça te paraît normal. Après, il y a la question du format de la Super League, elle a changé, et si vous suivez sur Twitter le Swiss Football Data, il avait sorti début janvier les affluences de chaque club. Et avec ce nouveau format, il n'y a pas que Servette, du coup, il y a tous les clubs qui ont subi une baisse d'influence, que ce soit Bâle, IB, Zurich, Saint-Gall, même Saint-Gall qui a eu une baisse d'influence. Est-ce que aussi le format intéresse moins? Enfin, je sais pas, jouer des équipes qui n'attirent pas forcément, comme le Stade Lausanne-Ouchy ou Yverdon, ça fait moins d'influence pour Servette. Après, Servette, c'était un peu biaisé parce qu'il y avait le match de Lugano qui a fait pas mal baisser. Mais on est quand même sur une baisse par rapport à la saison passée. Pourtant, moi, je trouve que la formule actuelle de la Super League rend le championnat plus alléchant, parce que dans une première partie, tu dois te battre pour être dans les 6 premiers. Et ensuite, s'il n'y a pas un trop gros écart de points, tu as une deuxième compétition qui commence contre les meilleurs. Et puis même si tu joues la relégation, si tu supportes un club, tu veux qu'il reste en Super League. Donc tu vas le supporter pour qu'il puisse se maintenir. Donc si justement la relégation elle se joue en 3-4 points, tu as quand même des matchs à enjeu, tu as des matchs à suspense jusqu'à la fin. Donc je trouve encore que la formule de la Super League rend peut-être le championnat encore plus alléchant. Après, pour les matchs de Servette, si on faisait du 6 000, 7 000 pour Yverdon, pour Stade Lausanne-Ouchy,
passe encore. Enfin, ok, c'est des équipes moins alléchantes. Mais alors, quand tu joues Saint-Gall, Zurich, IB, tu devrais être minimum à 10 000. Il me semble que cette année, quand IB viennent en début de saison, on fait 9 800. Quelque chose comme ça. On est tout juste 10 000. On est tout juste à 10 000. Ouais. Après, on parlait que même Saint-Gall, Zurich, IB, Bâle, ils avaient une baisse de moyenne de spectateurs. Il faut rappeler que ces clubs, ils jouent jamais au-dessous de 15 000. C'est ça. Ouais, Ils jouent jamais au-dessous de 15 000, que ce soit le Stade de Zanouchi, que ce soit Yverdon, ils chopent les 15 000 spectateurs. Le problème, c'est que nous, à Genève, on n'est pas un club de supporters. Enfin, on n'est pas un public de supporters, on a un public de spectateurs. Contrairement à ces clubs que j'ai cités avant. Parce que ces autres clubs-là, il y a une ferveur. C'est que ces clubs-là, ils descendent en deuxième division, ils auront 10 000 de moyenne, en tout cas. Alors que nous, c'est pas le cas. Le problème, c'est ça, c'est qu'on a un canton, une ville qui n'est pas supportrice de son club, mais qui est plus spectateur et qui vient comme pour aller au cinéma. Il y a un bon film, mais je vais aller le voir. Exactement. Et c'est ça. Ouais. Et ça, c'est la mentalité de Genève, et je pense que ça ne changera pas d'ici là, quoi. Et je pense que la ferveur, on peut pas l'inventer. Je pense que la ferveur, c'est dans une ville à Saint-Gall et Liège. En tout cas, nous, on l'aura pas, je pense. Mais on peut toujours augmenter la jauge en gagnant des titres. Les titres, ça ramène des supporters, c'est assez connu, mais est-ce que ça va peut-être ramener à tout casser 1000 ou 2000 de plus de moyenne, je pense. Peut-être que Zurich, ça a fait pas mal monter quand ils étaient champions. Hein. C'est ça. J'ai bon espoir que si cette année on gagne la coupe. Moi, je pense vraiment que le trophée le plus abordable cette année, c'est la coupe. Si on gagne la coupe cette année, j'ai bon espoir que ça ramène quand même plus de gens au stade. Après, de là, avoir une ferveur, compliqué quand même dans un canton comme Genève. Compliqué. Bon, avec le hockey, on a déjà vu une différence. Les Vernets sont beaucoup plus remplis qu'avant. Les Vernets sont quasiment tout le temps pleins. Ouais. Alors, on peut espérer d'avoir un changement si Servette gagne un titre. Mais de nouveau, les Vernets, c'est 7000 places. Ouais. Donc, il suffit que tu aies 7000 fidèles. Et puis, à Servette, ça pourrait aussi arriver, 7000 gens. Il y a un moment où, l'année passée, on avait à peu près 7000 de moyenne, il me semble. Ouais, même 8000 presque. Même 8000. Ouais. Donc, ça fait une patinoire des Vernets. Donc, c'est à peu près équivalent. Mais bon, cette année, on est encore un peu en dessous. C'est clair. Je pense qu'on a tout dit sur les affluences. On va passer au top et au flop, si ça vous va. Let's go. C'est le foot. C'est le foot. C'est seulement le foot. Mais pour moi, c'est clair que vous trouvez toujours un point. Là, on cherche le négatif. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Alors, on va peut-être commencer par le plus dur. Est-ce que vous avez des flops dans ce match, Mathieu? Moi, j'ai envie de dire, c'est un peu compliqué de le mettre en flop, mais je l'ai trouvé un peu dans le dur dans ce match, comme sur sa deuxième mi-temps à Yverdon, c'est Mazikou. Et c'est dommage parce que Mazikou, fin 2023, je l'ai vraiment trouvé bon. Et j'aurais pas pensé dire ça en début de saison, mais il a vraiment progressé. Il s'est vraiment mis au niveau de l'équipe. Du moment où l'équipe a commencé à sortir de la spirale négative et à gagner, je trouve qu'il s'est vraiment mis à niveau. Et là, hier, malheureusement, il fait pas un match horrible, mais pour moi, il fait pas un bon match. C'est le seul qui est un tout petit peu en dessous de son niveau, mais après, c'est pas un gros flop. Ok. Toi, Nilasson, avis sur Mazikou, d'abord? Sur Mazikou, après, moi, c'est surtout le début de match où genre il m'avait vraiment inquiété sur sa perte de balle, où là je me suis dit oula, ça va pas. Mais après, moi perso, sur l'ensemble du match, j'ai pas remarqué quelque chose où il était un peu plus en dessous que d'habitude. Peut-être que son côté gauche n'a pas été trop sollicité, enfin je sais pas. Mais c'est vrai que pour moi c'est assez difficile à dire un flop pour ce match. J'ai pas l'impression d'avoir vu un flop, enfin un joueur qui était en dessous de sa moyenne ou vraiment qui a raté quelque chose. C'est vrai que mis à part cette paire de balles qui aurait pu coûter cher, j'ai pas vu quelque chose de décevant. Mais c'est plutôt positif parce que généralement quand c'est un peu galère à dire des flops, c'est que l'équipe marche, joue bien. Ouais. Et là, je dirais que les flops, c'était plus peut-être le dernier geste en première mi-temps. Et l'influence. Voilà, l'influence, j'ai envie de dire que chaque week-end. On peut mettre flop. Sauf à l'extérieur, des fois. À l'extérieur. Ouais. Mais c'est quelque chose d'encourageant et de positif parce que c'est vrai qu'il y a des saisons sur Sauveterre.ch où à chaque match, on a quasiment plusieurs flops à dire. On passait pas mal de temps sur les flops. Et là, cette saison, on passe très peu de temps sur les flops. Et c'est encourageant et positif. Mais non, j'ai pas vu vraiment un joueur en dessous de ses prestations habituelles. Et tant mieux.
Et Tant mieux. Ouais. C'est encourageant, ouais, parce que c'est vrai que l'année passée, même quand Servette gagnait, il y avait toujours 1 ou 2 joueurs qui avaient fait un mauvais match. Une boulette, ouais, Donc là, même quand Servette fait un match nul, par exemple à IB, c'était trop dur de trouver un flop. À IB, bah, même là, hier, on gagne 1-0 péniblement. Bah, ce qui est encourageant, c'est que collectivement, ça tourne bien, quoi. Moi, j'ai pas de flop, mais comme toi, le dernier geste, peut-être soulever un joueur où le dernier geste a un peu pêché, pour moi, c'était Antunes. Mais sinon, il a fait un très bon match. Hein, dans le jeu, il participé assez. Mais c'est vrai que c'est lui qui est ressorti pour les joueurs qui ont raté leur dernier geste. Pour moi, il y avait un point d'amélioration là-dessus. Ouais, c'est ça, Mazikou et Antunes, ils n'ont pas fait un mauvais match, mais il y a quand même eu 2-3 choses qui nous ont dérangé. Mais comme tu l'as dit, Antunes dans le jeu, c'était très bon. Ouais, c'était très bon. Ça a très bien combiné. Et puis, ça fait plaisir de le revoir parce que c'est vrai que c'est un joueur qui avait manqué quand il était blessé. Oui. Et on voyait la différence avec Servette qui jouait beaucoup moins bien. Et là, quand il est là, ça joue beaucoup mieux. Ouais, j'ai joué écouter ça en 10. Écouter ça en 10, il se débrouillait, mais je trouve qu'Antunes, il est super à l'aise en 10. C'est vraiment son poste. C'est son poste, ouais. Non, c'est clair. Côté top, est-ce que vous en avez un Je vais laisser Nilasson commencer. Alors, top. Voilà, j'ai envie de dire 2 joueurs. Est-ce que je dois vraiment dire un joueur ou... Disons un. Comme ça, il a potentiellement le deuxième. Alors moi, Ondoa, j'ai envie de dire. Ondoa et le milieu de terrain, en fait. Le milieu de terrain, tout simplement. C'est ce que je disais avant, en fait. On a vraiment la chance d'avoir des joueurs... Enfin, Ondoa, aujourd'hui, peut-être, si tu regardes le match à la télé ou tes spectateurs, c'est pas le joueur qui t'a peut-être le plus marqué, mais c'est quand même celui qui fait la passe à Stevanovic sur le but. C'est un peu le joueur de l'ombre qui est là physiquement, qui est là, qui coupe bien le jeu de l'adversaire. Il fait un taf incroyable et pour moi avec Konya c'est vraiment le duo au milieu de terrain incroyable, quoi. Franchement, je pouvais pas espérer mieux au début de saison. C'est le taf qu'il fait, cette stabilité au milieu de terrain avec Konya, cette paire. C'est une chance immense et j'espère juste que les deux pourront rester le plus longtemps possible au Servette. Et pour moi, la base dans le foot, ce qui te ramène des résultats et cette stabilité, c'est le milieu de terrain. C'est l'élément le central dans le 11. On parle de l'attaquant qui marque, on parle des défenseurs, mais si ton milieu de terrain ne tient pas la route, il n'y a rien qui va tenir. Et vraiment, la transition entre la défense et l'attaque, ils le font parfaitement. Et pour moi, j'ai envie de mettre Ondoa. Et c'est un peu pareil tous les week-ends, quoi. Quand les deux ils sont là, généralement ça se passe toujours souvent top. Ça se passe on toujours a vu bien. contre Vinci, il n'y avait pas Ondoa et on l'a senti. On sent la différence. Et c'est pour ça que j'ai envie de mettre Ondoa dans les tops. Et pour moi, c'est surprenant que le Cameroun ne l'ait pas sélectionné pour la. C'est vrai que heureusement pour nous. Heureusement pour nous, ouais. Je pense qu'il a pas dû. Mais dommage pour lui. Peut-être qu'il a pas passé la mallette d'argent à Eto'o. On sait pas. On sait pas ce qui s'est passé. De toute façon, ils sont éliminés maintenant, le Cameroun. Il serait revenu assez vite. Ouais, il serait revenu. Ouais. Du coup, toi, Mathieu, tu partages déjà cet avis Je partage à 100%. Ouais. Le travail de long qu'on doit faire, je le trouve trop fort. Surtout hier, dans les prises de balles, je me faisais la remarque. Je disais. Sur les sorties de balles, il est tout le temps bien placé. Nous, Servette, on aime bien repartir depuis l'arrière et à Ondoa, c'est la pièce maîtresse d'une sortie de balle. Il est toujours là pour être le point d'appui pour le latéral, pour orienter le jeu. Il a une bonne capacité de jeu long, donc il peut vraiment changer l'aile. Donc ouais, vraiment milieu de terrain, Ondoa, ça a été très solide hier. Et ton top, un autre top. Je savais que voilà, c'était moi s'il disait l'un, je disais l'autre qu'on perd, tu vois. Mais Konya hier, je l'ai trouvé exceptionnel aussi dans la débauche d'énergie, comme toujours. Mais à chaque fois, ça me choque. J'ai l'impression qu'à chaque fois, il passe encore un cap. Hier, c'est aussi techniquement. Konya, quand à un moment, il a fait quand il prend la balle, il peut faire de ses percées avec ses petits appuis. T'as toujours l'impression qu'il a poussé la balle trop vite et le joueur, il tacle. Il arrive toujours à faire. Là, hier, à un moment, il y a le joueur qui tacle. Je suis sûr qu'il va lui prendre la balle, puis il arrive à faire un double contact. C'était Sotier en plus. Venu de nulle part. Donc, Konya, dans la transition aussi. Très important dans l'attaque-défense et il est indispensable à Servette. On le répète tout le temps, mais si t'enlèves Konya au milieu de terrain, je pense que ce match, tu te procures quasiment aucune occasion parce que Konya, il est capable de remonter la balle à lui tout seul. Il peut faire 30-40 mètres balle au pied et avoir encore la lucidité pour la lâcher au bon moment. Donc Konya, aujourd'hui, grand top. Est-ce qu'il y a un match où il joue pas Konya dans cette saison, où il joue tous les matchs? Je crois qu'il joue tous les matchs. Après, il me semble qu'il
il fait 1 ou 2 matchs où il commence sur le banc. Mais contre la Roma à l'extérieur, il a commencé sur le banc. Sheriff aussi. C'était Doulin Ondoa, il me semble, au match aller. Sheriff à l'extérieur aussi, il commence sur le banc. C'est juste, il y avait Doulin aussi qui avait commencé. Donc, comme par hasard, on gagne pas. Mais... match, quoi. Mais oui, clairement, c'est des joueurs qui influencent clairement le jeu. Et pour revenir vite fait sur Ondoa, pour moi, c'est un joueur beaucoup plus propre que Doulin. On le voit moins. C'est vrai que Doulin, il a ce désavantage où il prend beaucoup de cartons. Oui, ouais. Souvent suspendu. Là, Ondoa, c'est rare qu'il prenne des cartons. Il a pris un rouge contre Lugano, certes, mais bon, c'était son sol. Et je crois pas qu'il prend beaucoup de jaunes. J'ai pas la stat, mais. Non, puis souvent, c'est rarement des fautes bêtes, quoi. Et en plus, c'est rarement des fautes bêtes. Lugano, c'est une faute bête et évitable, mais sinon, dans toute la saison, le vice qu'il fait, il le fait bien. S'il va tirer un peu le maillot, tout ça, l'arbitre, il le voit très rarement. Donc, c'est pour ça aussi, là, maintenant, il a de l'expérience. Et ça, il la met très bien en œuvre dans ses matchs. Et ça nous permet de gratter un nombre de ballons incalculable. Après, sur Doulin, c'est vrai que pour lui, le retour, ça va être compliqué. Parce que même lui, il le dit, lui, jouer un milieu à 2, c'est pas fait pour lui. C'est pas vraiment sa façon de jouer. Parce que lui, c'est plus quand tu joues un milieu à 3 et qui joue vraiment en tant que tour de contrôle, en tant que vrai numéro 6. Ouais. Et sur Gaguerre, il le faisait parfaitement. Et c'était vraiment, pour moi, le meilleur numéro 6 dans cette optique-là. Quand c'est vraiment en mode tour de contrôle, derrière les deux milieux de terrain. Mais c'est vrai que dans un milieu à 2 où il faut créer du jeu, c'est un peu plus compliqué. Ça sera beaucoup plus compliqué pour Doulin de revenir si on reste sur son milieu à 2. Du coup, pour Doulin, pour la suite, c'est un peu problématique pour lui perso, parce que quand tu vois des joueurs comme Konya et Ondoa qui sont là et qui s'adaptent parfaitement à un milieu à 2, et que Doulin est un très bon joueur mais qui a de la peine à un milieu à 2, ça va être un peu compliqué pour lui quand il va revenir de blessure pour s'imposer à Servette. Puis si tu veux le mettre dans les meilleures conditions, justement, c'est un milieu à 2 avec 2 8 et un 6. Ouais. Mais en deuxième 8, moi je me rappelle que l'année passée avec Gaiguerre, c'était Antunes qui jouait en deuxième 8 avec Konya et Doulin qui jouait en 6. Ça met en valeur Doulin, mais Antunes était beaucoup moins à l'aise en 8. Il avait beaucoup moins de liberté qu'en numéro 10. Et à l'heure actuelle, on n'a pas de 8 pour justement mettre en valeur Doulin. Puis avec un milieu offensif, ça fonctionne super bien. On joue comme ça depuis pratiquement le début de la saison. Quand on jouait pas en 4-4-2, c'est le 4-2-3-1 fait avec le milieu offensif. Donc Doulin, le retour va être compliqué. Après, Doulin, je pense qu'il a conscience que son retour, ça va en partie être sur le banc pour de la rotation et pour pouvoir faire souffler les deux indéboulonnables. Clairement. Je pense qu'on a tout dit sur les tops et les flops. On va passer maintenant au bilan sur le classement de la journée avec ces matchs de Super League. Avec la victoire, Servette grimpe de nouveau à la 3e place au podium avec 35 points, juste derrière Saint-Gall, 36 points. Saint-Gall qui a donc perdu contre Lugano, c'est bien ça? Oui, qui a perdu 4-1, voilà, c'est ça. 4-1, devant IB aussi a perdu contre Bâle 1-0. Petite surprise quand même. Petite surprise. Là, il y a encore des matchs en cours. Si je ne me trompe pas, il y a Zurich qui joue. Qui a un partout. Mais à la 90e minute. Du coup, c'est pas fini. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ça serait encore un résultat favorable. Mais pour l'instant, dans le top 6, tout le monde a fait un faux pas. Pour l'instant. Ouais. Enfin, dans le top 4, pardon. Tout le monde a fait un faux pas, sauf Servette. Ce qui avantage clairement les Grenats. Et qui nous fait rattraper des points sur Saint-Gall juste avant la confrontation directe contre au Kibun Park. Pour vous, du coup, qu'est-ce que vous en pensez de cette journée de Super League? Moi, ça me fait plaisir pour une fois qu'on fait un résultat positif, on fait une victoire qui nous profite pendant que les autres perdent. Généralement, les autres font une victoire et nous, on va faire un match nul bête contre Winterthur. Et là, ça fait du bien que ça se passe comme ça, qu'on fasse un peu cette victoire de raccro, comme on dit, cette victoire 1-0 où on s'est battu et puis les autres ils ont perdu. Ça fait vraiment du bien. Tony Lassen, si on reste à là et que Zurich fait match nul contre Grasshopper, c'est une très belle opération. Et surtout, je m'attendais pas. Je pensais que Saint-Gall allait gagner facilement à Lugano parce qu'ils étaient quasiment à 9 victoires de suite à domicile. Saint-Gall, c'est la première défaite, mais bon.
C'est sans doute lié au fait de match, sur le carton rouge qui change un peu la physionomie du match. On va pas se plaindre. Hein. Oh, non. Mais ouais, la défaite d'IB est surprenante, la défaite de Saint-Gall qui est surprenante aussi. Le match nul de Zurich, tant mieux pour Servette. Maintenant, voilà, c'est juste de la frustration parce que tu dis, bon, bah, le match contre l'Intertour, tu le gagnes, bah, t'es deuxième là. T'es quasiment t'es deuxième et t'es pas loin d'IB, mais bon, avec des si, on pourrait refaire le monde. C'est ça. Mais ouais, c'est une très belle opération de Servette, très belle opération et j'espère que ça va se poursuivre mardi, quoi. C'est ça, Saint-Gall qui était un peu cette forteresse à domicile, qui là a perdu 4-1 contre Lugano. Ça peut aussi donner de l'ambition à Servette pour aller chercher les 3 points. Ça, c'est sûr. Là-bas au Kimun Park. En plus, ils auront des absents importants, comme Gertler qui est toujours. Il est trop fort aussi à Saint-Gall. Moi, je le trouve hyper fort, ce joueur. C'est pas le joueur le plus sexy, mais en tout cas, dans sa manière de jouer, c'est vraiment un combattant. Mais qu'est-ce qu'il est important pour Saint-Gall. Puis leur attaquant, Rebels aussi, qui, dans cette saison, je le trouve aussi bon. Bon, il y a Shadrack Akolo aussi qui est en grande forme. Donc lui, il faudra faire attention à lui, mais on y reviendra après. Mais en tout cas, c'est une très bonne opération pour Servette. Et puis Servette, on va pas dire se relance dans la course au podium ou dans la course au titre, parce que quelque part, on y était toujours. Mais là, ça nous conforte dans notre position de se dire on est à 6 points du leader. D'autant plus qu'après Saint-Gall, on affronte Stade Lausanne-Ouchy et encore une fois Yverdon à Yverdon. Donc là, si on prend Saint-Gall, après, il n'y a pas de calcul. Hein, on prend les 2 autres. Bah, ouais, bon, bah, logiquement, ça devrait être ça. Mais, on connaît Servette, oui. Mais le match, on se souvient de la Coupe de Suisse contre Stade Lausanne-Ouchy, hein, ça finit au tir au but, hein, quand même. Hein. Du coup, il faut le match là-bas 1-1 sur un coup franc de Fluquet. Donc, Yverdon, enfin, quand c'était le match, c'était à la Maladière, on s'est pris 4. Voilà, il faut pas rester sur ses acquis, sur ses lauriers. Au contraire. Après, voilà, le match de mardi, il va être capital, parce que moi je m'étais fait à la base l'idée que Saint-Gall allait gagner contre Lugano, et je m'étais dit, si on va mardi et que Saint-Gall gagnait aujourd'hui et qu'on perdait là-bas, Saint-Gall partait avec 6 points d'avance sur nos classements. Ouais. Du coup, cette défaite aujourd'hui, elle fait plutôt du bien à Servette. Mais moi, ce match-là, il me fait un peu peur. Parce que Saint-Gall, oui, pour moi, ce match-là contre Lugano, je pense que ça doit être un accident, vu le carton rouge. Enfin, moi, j'ai vu la première mi-temps. C'était un peu un match un peu particulier. Mais c'est vrai que c'est très difficile d'aller gagner là-bas. Même s'ils ont perdu ce week-end, ça va être très, très compliqué, très difficile. Si on gagne, ce serait... Enfin, j'ai pas envie d'utiliser ce terme d'exploit, mais ouais, c'est presque, quoi. Parce que c'est quand même assez rare d'y gagner. Il faudra avoir la chance de son côté, avoir des faits de jeu, je sais pas, des cartons rouges, des expulsions, des blessures. Parce que là, je crois que le match contre Lugano, ils perdent leur attaquant sur blessure et puis ils perdent le joueur sur carton rouge, sur une faute qui est assez discutable. Du coup, espérons que les dieux du foot soient avec Servette lors de ce match. On espère. Kimun Park, ça a souvent été compliqué quand même. Ouais. Les derniers résultats, ils sont pas du tout en notre faveur. J'ai le souvenir d'une fois où on gagne 1-0 sur un but de Kay, mais c'est quand il n'y avait pas de public. Et là, le public qui sera présent. Le public qui sera présent, ouais. Donc, Servette s'armer de patience. On verra si les supporters servettiens pourront rentrer dans le stade. Mais en tout cas, gros courage à Servette. Et puis, j'espère qu'ils vont faire un bon match. Même un match nul, je le considère vraiment comme un bon match. C'est un bon match. Bah, si on y repense, l'année passée, Saint-Gall, janvier, je crois qu'on prend 3-0 là-bas. Ouais. C'est pas. Je crois que Kouteza il rate les pénaux, après on s'en prend 3. C'était vraiment un match catastrophe. Et souvent contre Saint-Gall, c'est le cas là-bas. Ah, mais justement, comme l'a dit Nilassan, il faut que l'effet de jeu soit en notre faveur. Si on met un penalty et qu'on gagne 1-0, le match il est totalement différent. Bien sûr, ouais. Donc là, faudra pas galvauder trop d'occasions parce qu'on n'en aura pas beaucoup, je pense. Et là, il faudra être réaliste. Et que Guimeno marque contre son ancien club. Ok, on va poursuivre avec l'avant-dernière section qui est quand même un point crucial. On va parler de Mercato, mais avant ça, jingle. Des millions. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina ? Voilà, donc Servette Mercato, on est le 28 janvier aujourd'hui, on s'enregistre. Peut-être que vous écoutez, vous serez le 29 ou peut-être après, mais le Mercato ferme ses portes le 31 janvier pour les transferts internationaux
Et transferts nationaux, ça ferme le 15 février. Servette était sur des dossiers jusqu'à il y a quelques jours. Et mais ne l'est plus trop, puisque Nsame, qui était courtisé comme le remplaçant de Bedia, est parti en série B à Com. Surdet, lui, a choisi la Belgique et de partir à la Gantoise. Et donc les deux recrues potentielles de Servette se sont évincées. Et là, on se retrouve à 28 janvier, 3 jours du mercato, à part la rumeur de Bouzamoucha de Rouen, Exact. en défenseur central de National, dont Servette serait fortement intéressé. Mis à part ça, c'est un peu le néant. C'est le néant, et puis on le dit souvent, comme les blessures, au niveau de la communication, on a très très peu d'informations. Après, s'ils peuvent nous faire des transferts surprises comme Bola, avec la qualité du Bola, moi je signe tout de suite, mais c'est vrai qu'on a de la peine à se faire une idée, quoi. On est un peu en panique, parce que là, le mercato, il est très bien avancé, là, donc... le truc, moi, ce que j'ai un peu qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas anticipé le fait qu'IB dise non pour Nsame. Comme vrai, si la direction de Servette s'est dit, bon, c'est quasiment fait, le joueur il veut venir chez nous, on a les moyens financiers pour l'acheter. En mode, c'est bon, c'est un transfert quasiment qui est fait à 99%. Puis finalement, IB, je les comprends qu'ils disent non, parce que c'est vrai que je comprends leur logique, c'est frustrant en tant que Servettien de savoir que le transfert est quasiment fait et que IB ne veuille pas de ce transfert. En même temps, je les comprends, parce que à quel moment, quel club voudrait vendre son joueur, un des meilleurs buteurs de la Super League, qui a marqué plus de 100 buts en Super League, à son club rival, entre guillemets rival dans la course au titre. Franchement, il faudrait vraiment être un assassin pour faire une chose pareille. Mais moi, c'est ce qui m'inquiète, c'est de ne pas avoir anticipé ce refus. Et du coup, moi, j'ai vu quasiment aucune rumeur de transfert, rien par rapport à un attaquant. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est j'espère pas qu'ils vont se dire, bon, on a Guimeno et Crivelli, ça va suffire, parce qu'il faut pas oublier que non seulement on joue dans le championnat, on joue dans la Conference League et on joue en Coupe de Suisse. On est encore sur 3 tableaux. C'est-à-dire en février, on va encore retrouver ce rythme de jouer tous les 3 jours. Et là, franchement, si on n'a pas cet attaquant-là, depuis qu'on est remonté en Super League, on a toujours des profils un peu similaires en attaque. On avait ce Kay, qui est un peu ce défenseur-là, un peu physique, qui est assez imposant en attaque, qui marquait des buts. Après, il a été remplacé par Bedia. Là, maintenant, si pour les 6 prochains mois, on n'a pas ce même profil de joueur, franchement, je suis très, très déçu, même limite inquiet, quoi, parce que tu ne veux pas te permettre de ça, surtout quand tu as une rentrée d'argent liée à l'Europa League, une rentrée d'argent liée au transfert de Bedia, qui est une très belle opportunité, parce que 2 millions pour un joueur de Super League dont il lui reste 6 mois de contrat, c'est exceptionnel. 6 mois de contrat pour 2 millions, franchement, c'est très bien vendu pour la Super League et pour Servette. Maintenant, voilà, on a un dilemme. On va pas non plus investir cet argent dans le premier venu et puis tomber sur un Rodelin bis. Sur un Oberlin sur un Oberlin ou un Rodelin bis qui va coûter énormément de salaire et puis finalement, il va rien faire ou il va être blessé. Il faut rappeler que quand Kay et Bedia sont arrivés, c'était des joueurs qui sont arrivés à Servette qui étaient en manque de rythme, qui étaient en fin de contrat dans leur club. Ils sont arrivés gratuitement à Servette parce que justement ils étaient en manque de rythme, et ça a pris un certain temps pour qu'ils trouvent leur rythme, pour qu'ils s'imposent. Et là maintenant, on ne devrait pas être dans un profil comme ça, parce que là, les 6 prochains mois, on a besoin de quelqu'un qui peut jouer, qui est opérationnel, quoi. Pas un joueur qui le manque de rythme et c'est que la saison prochaine qui va s'imposer. Il nous faut un joueur, un attaquant qui est prêt et qui est prêt à marquer, du même type un peu à la Kay et à la Bedia. Si on n'a pas ça, ça sera un peu inquiétant. Et puis après, voilà, on a vu des rumeurs sur le défenseur central. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas la traîne, quoi. On n'a pas anticipé les choses, et surtout aussi, quand on sait que le transfert de Vouillot, qu'on l'a prolongé, finalement c'était pas une prolongation, mais c'était une signature FC Bâle, parce que c'était l'agent de joueur ça va déjà depuis début décembre, du coup. En fait, l'agent de Vouillot, c'est le frère du président du FC Bâle. Quand ils ont signé la prolongation, c'était carrément une signature FC Bâle. Et moi je comprends pas qu'à ce moment-là, en novembre, ils n'ont pas anticipé son départ et qu'ils sont restés sur de toute façon on aura Nsame. Enfin, pour moi, si c'est comme ça, franchement, ça me rappelle à l'époque où on était un peu amateur, où c'était un peu la sombre époque de Servette. J'espère qu'on n'est pas arrivé à là.
Il reste encore quelques jours pour le mercato. Enfin, le mercato international. Pour le mercato suisse, je crois qu'on a encore un peu plus de temps. On a encore 15 février. Encore 15 février, mais bon, voilà, on a l'argent. Contrairement à l'époque, on n'avait pas d'argent et puis du coup, on devait prendre des joueurs en fin de contrat qui manquaient de rythme. Là, on peut prendre quelqu'un dans un autre championnat qui est en forme, quoi. On a l'argent. Puis maintenant qu'on a l'argent aussi, il faut profiter du fait qu'on a changé de statut. On est une équipe qui a fait match nul contre l'AS Rome. On joue la Conference League contre un adversaire largement à notre portée, je trouve. Donc, il y a un beau projet pour venir à Servette. C'est un club qui est en ascension fulgurante depuis 4 ans. C'est un club maintenant qui joue, depuis sa montée en Super League, constamment le haut de tableau en Super League, qui va souvent loin en coupe, qui, maintenant dans les Coupes d'Europe, franchement, cette année, je trouve qu'il n'y a pas un match où on a réellement été en dessous et on aurait pu faire mieux, parce que, franchement, le projet de Servette, actuellement, je trouve, d'un point de vue extérieur, serait très alléchant. En plus, maintenant qu'on a l'argent, on parlait de 2 millions pour Bédia, tu mets 1 million, 1,5 million, tu as déjà un très bon attaquant que tu peux aller chercher en France, bien sûr, ou tu peux aller chercher à l'étranger. Et je dis en France parce qu'on recrute beaucoup en France, mais tu peux aller chercher des attaquants, franchement, pour 1 million, 1,5 million, c'est déjà de la bonne qualité. Si tu arrives à choper un attaquant de la trempe de Bédia, c'est excellent, voire peut-être mieux, parce qu'Ensame, le prix c'était moins de 2 millions, donc pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'il se soit peut-être il les ait peut-être mis un all-in, comme on dit, sur Nsame, et qu'il soit dit c'est sûr qu'il vient, et qu'ils aient pas anticipé un possible refus. Et là, comme tu dis, ils sont à la traîne, et puis aussi pas non plus claquer trop d'argent sur un gars à la hâte, en se disant on est mal, et puis taper un joueur qui va mettre un but en 2 ans. C'est ça, on espère aussi qu'ils étaient sur d'autres dossiers, mais qu'on n'est pas au courant, parce que c'est vrai que là, il n'y a aucune rumeur de transfert qui est sortie, sur un attaquant en tout cas, ou sur un milieu, parce qu'on cherche aussi un milieu, je pense. Ouais. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui est sorti, et puis on est là à 3 jours de la fin du mercato international, à part s'ils misent sur un joueur suisse, mais bon, je vois pas vraiment de joueur du championnat où on pourrait miser. En tout cas, voilà. de joueurs que les autres clubs seraient prêts à nous vendre. Parce qu'on va pas prendre un joueur qui est mauvais, on va pas prendre un joueur de seconde zone. Si on prend un remplaçant à Konya, ça veut dire qu'on veut faire souffler Konya. Donc ça veut dire qu'on compte sur le joueur, et qu'on compte sur le fait qu'il rentre dans la rotation. Doulin, quand il va revenir, il y a des matchs qu'on ne jouera pas pour souffler, et Doulin devra assumer une place de titulaire. Ouais. Actuellement, en Super League, il n'y a pas ce profil qui serait au niveau de Servette, qui pourrait rentrer dans cette rotation, mais qui n'est pas très important pour le club, parce que les clubs, ils n'ont pas envie de nous lâcher un joueur maintenant. Franchement, moi, il y a un joueur, on en parlait en avant-match, Cheikh Condé, qui est à Zurich. C'est un très très bon joueur qui pourrait venir à Servette. Et Zurich, ils vont jamais le vendre. Ouais. C'est des joueurs qui sont trop importants pour leur équipe. Donc, en Suisse, à l'heure actuelle, c'est compliqué. Moi, je suis convaincu que si on recrute un milieu de terrain, ça sera un milieu de terrain français, peut-être de Ligue 2, qui viendra, ou encore une fois, ils vont peut-être essayer un pari sur un jeune. Mais en Suisse, en tout cas, je ne vois pas à l'heure actuelle. Peut-être ils vont nous surprendre en prenant un joueur, et on se dira, bah oui, c'était logique, le profil qu'il nous faut. Mais là, actuellement, dans la tête, j'ai pas, en Suisse, pas d'idée, en tout cas. Non plus. Là, une bonne nouvelle, Grasshopper a gagné contre Zurich. Ouais, à la 94e. Oh là là. 5e but de Schurp. Et du coup, Zurich qui perd, et nous qui passons devant, mais encore avec plus de points. Ouais. Donc, week-end vraiment parfait pour nous. Bravo à Grasshopper. Merci Grasshopper, merci Bâle, merci Lugano. Cette année, Grasshopper, c'est merci beaucoup, parce que là, ils nous mettent bien. On a gagné nos 2 matchs contre eux. Donc, franchement, Grasshopper, c'est nos meilleurs potes. Hein. C'est vraiment une amitié qui se construit. depuis que Bijan porte les maillots de Getse, on analyse. Ça marche bien. Ça marche. Il faut qu'il le mette plus souvent. Mais... Merci les sauterelles. Merci les sauterelles. Mais voilà. Puis Bâle, quand même, qui gagne contre IB. Ils font match nul à Zurich aussi, au Letzigrund. Donc, et ils ont quand même fait des transferts intelligents. Par exemple, Benjamin Cololi. Pour moi, Bâle va jouer le top 6. Bâle, franchement, ils reviennent bien. Avec Celestini, c'est juste qu'il fallait du temps un peu, mais ça a l'air plus cohérent, plus solide. Il fallait un entraîneur de ce niveau-là. Pour moi, Bâle, ils vont pas jouer la relégation jusqu'à la fin de saison. Au contraire. Là, ils vont jouer le top. Pour moi, ils vont monter en puissance petit à petit. Puis finir 6e. À la finale, ils vont finir 6e et puis jouer dans le top 6 à la fin de saison. Encore un adversaire de plus pour Servette, ça va être compliqué. Bon, l'avantage, c'est qu'on les a déjà joués
Au Parc Saint-Jacques. Ouais, on les a déjà joué 2 fois. 2 fois. Et on a gagné 2 fois. Mais donc, du coup, on a encore un match avant que le tableau se scinde en 2. Et je crois que c'est à l'extérieur, je crois, le match. Parc Saint-Jacques. Au Parc Saint-Jacques, ouais. Ok. Ouais, mais ce serait logique parce qu'on a fait Parc Saint-Jacques, chez nous, et Parc Saint-Jacques, ouais. Clairement. D'autres points à rajouter sur le mercato? Bah, donnez-nous un attaquant, quoi. Trouvez-nous un attaquant au plus vite, mais qui ne soit pas une sorte de fraude. C'est ça. Parce que franchement, si on tombe sur une fraude, je préfère ne rester sur Krivili Guimeno que tomber sur un type qui où on va gaspiller de l'argent. Et c'est ça qui est compliqué dans le foot moderne. On n'est pas un club de première ligue où on a 50 millions de budget, où on peut claquer. Se permettre de rater un transfert. On peut se permettre de rater un transfert, de mettre de l'argent, et puis de toute façon, l'argent revient la saison prochaine. Non, c'est pas comme ça. On a un club suisse, on est assez limité. Dans le sens, on a de la réserve dans les caisses, mais il faut pas l'investir n'importe comment. Et de toute façon, les transferts, c'est des paris. Kay, c'était un pari. Bédia, c'était un pari. C'est des paris qui ont fonctionné, mais les paris, ils fonctionnent pas toujours. C'est ça peut-être une des raisons pourquoi ils ont fait un all-in sur Nsame. Parce qu'eux, ils savaient Nsame, c'est bon. C'était incroyable. Hein. Franchement, Nsame, le gars qui a marqué plus de 100 buts, qui a joué à Servette. Franchement, c'était la suite logique de Bédia, quoi. C'est même encore mieux que Bédia, j'ai envie de dire. Moi, je comprends qu'Ibé ne l'ait pas lâché parce que trio d'attaque Koutessa, Nsame et Stevanovic, ça fait très très peur. Ça fait très mal. Ouais. Mais juste attention à Servette de ne pas faire la même philosophie que Bâle. Parce que Bâle, l'année passée, ils ont lâché Amdouni pour 18 millions. Ils ont acheté Tierno Barry. Ils ont vendu beaucoup de joueurs. Ils ont misé sur des jeunes, mais on a vu qu'en début de saison, ça a rien donné. C'était la catastrophe. Ils ont acheté aucun cadre, ils ont acheté aucun joueur qui était très important pour l'équipe. Il n'y a pas vraiment de transfert qui a totalement changé le FC Bâle. Ça va peut-être venir avec les nouvelles recrues. Mais moi, ça me fait peur de me dire, est-ce qu'ils vont miser maintenant sur les jeunes? Peut-être que s'ils font pas de transfert, ils vont faire peut-être remonter Diaz Patricio, des 21. Non, mais ce serait pas du tout une bonne idée. Mais est-ce qu'ils se mettent ça dans la tête? Je sais pas. C'est qu'au fond, on perd 2 joueurs. Non, 3 joueurs. Fofana, Vouillot c'est et. Vrai, le départ de Fofana, ouais. Et ça rajoute de la qualité en moins sur le banc. C'est ça. Pour la profondeur d'effectifs, c'est très compliqué. Il faut vraiment pas tomber là-dedans et vraiment remplacer à chaque fois qu'on lâche un joueur. Parce que Fofana, c'est une bonne idée de l'avoir lâché. Moi, je pense qu'il pouvait plus rien apporter aux Servettes, ou en tout cas dans le cas de figure actuel, plus. Mais faut en acheter un autre parce qu'actuellement, on est lié. Toiti, moi, je trouve que ça va comme remplaçant, mais il y a que Toiti. C'est ça. Bon, on sera fixé en tout cas pour la partie internationale d'ici le match contre Saint-Gall. Donc on espère la prochaine analyse. C'est dans tout bientôt parce que moi dans ma tête c'était c'est bon, il nous reste 2 semaines, mais pas du tout en fait. Il reste encore 3 jours là. Il reste 3 jours. Ouais. Pour l'international, après on peut miser sur le championnat suisse, mais bon, ça va être dur de lâcher. On n'a aucune idée pour l'instant. Mais comme a dit Mathieu, notre réseau c'est beaucoup en France. Ouais. Et là sur les 3 jours, ça va être dur. Hein. Ça va être très compliqué. Moi je pense qu'on n'aura pas un par ligne. Hein. Ouais. Je pense on peut même s'en sortir avec 0 recrue cet hiver. Ça serait le pire cas de figure. Je pense que l'argent qu'on a reçu d'Europa League de Bédia, c'est pour investir dans les lumières du show avant le match et puis les couloirs du stade. C'est sympa. C'est ça, ils ont rénové les vestiaires. Relever les vestiaires et puis ils vont donner un coup de peinture au stade et puis c'est ça. Et puis on va pas avoir de transfert. Bon, un million le coup de peinture. L'avant-match, maintenant il est sympa avec ce light show, mais c'est grâce quand même à l'attaquant. Ou aussi le stage préparation à Dubaï. Enfin, voilà, c'est peut-être là où il est parti l'argent. Bon, on va se quitter. C'est pas ça. On va se quitter sur ces belles paroles et avant tout sur un pronostic du prochain match au Kibun Park. Messieurs, comment vous souhaitez que ça finisse ou comment vous voyez que ça va finir? Moi, j'espère qu'on va réentamer un peu une série de matchs qu'on a fait 1-0 à Lugano, 1-0 à Bâle. Un petit 1-0 à Saint-Gall sur un but, un peu un coup de chance, un cafouillage ou quelque chose comme ça. Mais victoire 1-0 avec un Joël Mal qui nous fait 2-3 arrêts assez exceptionnels et puis on retire 3 points du Kibun Park et on regarde le leader. Ok, toi Nilassan? Moi évidemment je souhaiterais une victoire de Servette, mais je pense qu'on va plutôt partir sur un match nul. Vu le Kibun Park, vu le passif, vu que c'est assez difficile de gagner là-bas, je pense que ça sera un bon match nul, je pense, pour Servette. Oui. Ouais, moi aussi, je pense. Bon point, ouais. Moi, je pense que malheureusement, même si je souhaite la victoire, on va repartir avec 1 point.
Je mise sur un partout. Ouais, pareil ce qui serait pas mal. Voilà messieurs, merci d'avoir suivi cette analyse. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, liker, etc. Vous connaissez la musique. On est disponible sur tous les réseaux sociaux et on est toujours là pour faire des belles analyses. Merci messieurs d'avoir fait cette émission avec moi et on se dit à la prochaine et allez servettes. Ciao ciao. Ciao, allez servettes.